Ça, c'est toutes les cartes de Yu-Gi-Oh! Et ça, c'est toutes les cartes de l'animé. En 6 générations, on en a créé des monstres. Et ça, c'est sans compter les mangas ou le rush duel. Avec 13 000 cartes différentes, on se dit qu'on ne peut plus rien inventer. Et pourtant, l'animé Yu-Gi-Oh! Est bien plus vaste que tu ne le crois. Avec des cartes et des archétypes encore inédits qui pourraient détruire la méta. Le meilleur, c'est lequel? Moi, c'est Théromique. La dernière fois, on a parlé des cartes de l'animé qui ne devaient jamais sortir. Aujourd'hui, on parle des decks, des stratégies secrètes qui pourraient bien détruire Yu-Gi-Oh! Abonne-toi en vise les 200 000. Le deck armure. Je suis sur le point de changer toutes les règles. Tu te rappelles sûrement de Dartz, dernier survivant de l'Atlantide, c'est le nouveau grand méchant après la fin de Batailleville. Son arme secrète, le Sceau d'Orichalque, une carte surpuissante qui oblige le perdant à sacrifier son âme. Mais c'est pas son seul atout. Pour combattre Yugi et ses amis, Dartz a toute une organisation maléfique. Il va même jusqu'à hypnotiser Insectoraga, Rex Raptor et My Valentine pour tenter de voler l'âme du pharaon. Ses plus fidèles serviteurs s'appellent Alistair et Valon, et c'est lui qui nous intéresse. Son deck est unique, il joue avec une armure. À moi de commencer. Casque armure psychique en mode attaque. Contre Joey, il assemble un plastron, des gantelets, des jambières et se les équipe à lui-même. Un duelliste qui se bat pour de vrai, et en plus, il est très fort. Même s'il n'a théoriquement aucun point d'attaque, son bras droit détruit tous les monstres sur le terrain, tandis que son torse annule les dégâts qu'il reçoit. Assemblée, l'armure inflige des dégâts à l'adversaire égaux à la puissance des créatures que Valon détruit. Chaque pièce protège les autres, donc si on attaque le casque, alors tu peux sacrifier un autre morceau d'armure pour le protéger. Excellent, à la fois l'attaque et la défense parfaite, et en plus chaque pièce d'armure a des caractéristiques différentes. Un gantelet annule les pièges, un autre booste ton attaque, et surtout à chaque tour, Valon peut construire telle ou telle armure pour s'adapter parfaitement à la situation. Pour avoir une chance, Joey n'a d'autre choix que de sortir son propre uniforme, l'armure Dora. Tu pourrais essayer de te montrer original? Seul problème, si tu attaques, à la fin du tour, l'armure de Valon s'auto-détruit. Heureusement, à chaque tour, le casque revient sur le terrain et t'ajoute une pièce d'armure de ton deck à ta main, mais ça te laisse quand même sans défense. Joey exploite cette faille, il réduit les points de vie de Valon et arrive à le battre dans une conclusion épique. On le voit que pendant 5 épisodes, mais le deck armure a fasciné une génération entière de spectateurs. Et pourtant, on l'a jamais eu en vrai. Alors déjà, c'est dur de conceptualiser un deck avec des cartes qui s'attachent littéralement à toi. Mais le vrai problème, c'est les magies et pièges. Armure gravitationnelle invoque 4 pièces d'armure directement de ton deck, tandis que armure gravitationnelle complète révèle les 10 cartes du dessus de ton deck et invoque autant d'armure que possible parmi elles. Avec une seule carte, tu peux remplir ton terrain en un clin d'œil. Aujourd'hui, ça serait juste trop fort, tu pourrais juste envoyer tes pièces d'armure au cimetière pour invoquer une armée de monstres liens. Puis ensuite, t'actives Gravitation du Phénix qui réinvoque toutes tes armures depuis ton cimetière et tu recommences. Dans l'animé, c'est censé être une stratégie polyvalente axée sur le combat, mais si ça sortait là tel quel, et ça serait juste des matériels infinis pour tes combos, ça briserait le jeu. Pour les voir un jour, il faudrait sérieusement les équilibrer. On pourrait les imaginer comme des monstres unions qui peuvent s'associer à d'autres créatures pour leur donner des bonus. Comme ça, t'as vraiment l'impression de donner une armure à un de tes monstres. Ou alors il faudrait prendre toutes tes parties et les superposer dans une grosse fusion qui symbolise l'armure complète capable de one-shot l'adversaire. Ouais, ça pourrait être un beau deck OTK. Si tu veux des vraies cartes armure, regarde Yu-Gi-Oh! Zexal. Les armures Xyz sont une part centrale des decks de Yuma et Shark, son rival. La plupart d'entre elles ont été éditées et elles sont très fortes. De temps en temps, on les voit en tournoi. Un jour, peut-être qu'on aura les cartes de Valon, mais en attendant, son héritage survit encore. Le deck qui se mange. Ben quoi, t'es duelliste toi, Panty Cuistot? J'adore les decks sur la bouffe. On se souvient tous de la tomate mystique qui faisait trembler la cour de récré. Et de baigner de la mort à l'homme haricot de Jerry, y en a plein. Même des decks entiers sur eux. Par exemple, les nouvelles des démons basés sur la cuisine française. Allez hop, je joue sauce meunière. Recette de poisson. Et en plus, leur gros boss, il invoque le burger affamé. J'adore. T'as aussi les sous-ships qui ont fait beaucoup parler d'eux avec leur gros navire de guerre fait en riz et poisson cru. En tournoi, t'as même une chance de croiser leur plus grand fan habillé en chef japonais avec son playmat en bois, comme un vrai. La nourriture, ils aiment bien chez Konami, et forcément, on en retrouve dans l'animé. Dans GX, Sartir, le professeur qui gère le dortoir jaune, se bat avec un deck sur le curry. Carrotman, Patatman et Onionman, 3 monstres normaux qui ne font rien du tout. Aucun effet et des stats désastreuses. Ok, il y a quelques épices
pour les booster, mais rien de fou. Rapidement, Davy Cricket s'en débarrasse, mais c'est le but. À côté, Sartir active la magie continue Pot Curry. Tant qu'elle est là, tous les monstres censés aller au cimetière sont bannis dans la marmite à la place. En vrai, c'est super fort, littéralement fissure dimensionnelle. Tous les decks qui ont besoin de leur cimetière sont juste cuits. Mais c'est pas tout. Une fois que tomates, oignons et patates sont dans la marmite, Sartir active son effet dévastateur. Effet rapide, elle bannit tous les monstres sur le terrain pour invoquer Roux, le démon du curry. Gagne 200 d'attaque par magie d'épices bannie et 300 par monstre. Donc 900 minimum, mais un peu comme Graine Majou, ça peut monter très vite. Donc la marmite, elle bloque l'adversaire, elle rase le terrain et elle ramène un gros monstre. C'est incroyable. Mais surtout, il est où le une fois par tour? Non, parce que là, si on lit la carte, on peut la spam et bannir en boucle tout le terrain à la seconde où on a les 3 ingrédients dans la marmite. Alors je sais pas si ça dominerait la méta, il faut quand même jouer 3 monstres nuls pour mettre ta stratégie en place, mais ça serait sûrement très fort. Et le pire, c'est que c'est même pas le deck cuisine le plus inquiétant de l'animé. Au début de Yu-Gi-Oh! Arc 5, Yuya affronte Reed Pepper, duelliste et chef d'exception avec ses Cookpals. Tout commence avec la carte piège Cimetière de nourriture. Unique en son genre, tu places en dessous d'elle tous les Cookpals qui ont été envoyés au cimetière ce tour. Puis, pour chaque monstre que tu as placé de cette façon, tu peux ajouter autant de Cookpals de ton deck à ta main. Ensuite, t'actives Regal Recipe pour invoquer de ta main autant de Royal Cookpals que tu as de cartes dans ton cimetière de nourriture. Burger, curry, pudding, omelette, les Royals, c'est la force de frappe du deck. Ils se boostent les uns les autres et montent jusqu'à 4800 points. Mais surtout, quand ton adversaire invoque un monstre, tu peux renvoyer un de tes Royals à la main pour le détruire. Pas une fois par tour, donc si t'as 5 Cookpals sur ton terrain, ton adversaire, il est bloqué. Tu te débarrasses de toutes ces créatures avant qu'il ait le temps de monter sa stratégie. Et toi, au tour suivant, tu les re-ramènes et tu le one-shot. Face à eux, même Yuya est mal en point. Tous ces monstres étouffent et sans son armure de scénario de protagoniste, il aurait sûrement perdu. En vrai, la stratégie serait peut-être un peu trop lente pour la méta. Cimetière de nourriture est une piège que tu dois poser et attendre un tour pour l'activer. Mais ça a beaucoup de potentiel. Le meilleur deck de GX. Je crois que personne ne pourra battre Shad. Yu-Gi-Oh! GX est bien plus dense que tu ne le crois. On se rappelle des héros de Jaden, des héroïdes de Cyrus, mais t'as une tonne de decks qui n'ont pas encore été adaptés. Par exemple, j'ai toujours aimé les bêtes d'alchimie de Banner. De son vrai nom Amnael, à la base c'est le professeur de Jaden, mais en fait c'est un des cavaliers de l'ombre, un des grands méchants de la première saison. Son deck, c'est des animaux couplés avec du minerai, alors tous sans effet et un pauvre 500 d'attaque, mais qui peuvent attaquer directement. Chacun s'invoque depuis ton deck avec une magie spécifique tant que tu contrôles un Chaos Distill. Comme Pot Curry, tous les monstres détruits sont bannis dedans à la place. Mais là par contre pas d'effet bonus et surtout c'est que tes monstres à toi, donc c'est beaucoup moins bien. Donc ce mec a des meilleures cartes que ce mec. En fait, la stratégie de Banner, c'est d'avoir plein de monstres bannis pour ensuite sortir ses Helios. De plus en plus gros, plus t'as de cartes bannies. Et eux, on les a eu en vrai, mais ils sont pas forts du tout, dépassés par Graine Majou qui est juste meilleur en tout point. Heureusement, GX a encore de bonnes stratégies en réserve. Genre, Chad, il a eu une dizaine de decks et tous ne sont pas encore sortis. Genre, on se souvient des Ojama, mais est-ce que tu te rappelles des Chevaliers Blancs? Il les obtient en rejoignant la Société de Lumière, les méchants de la saison 2. Tous très stylés, avec genre un lancier qui fait des dégâts perçants, un épéiste qui booste les autres chevaliers, et surtout, le Seigneur Blanc. 2000 d'attaque, indestructible au combat, et à chaque fois qu'il se débarrasse d'un monstre adverse, il inflige 300 points de dégâts supplémentaires. Et si l'adversaire s'en débarrasse, il perd 1000 points de vie. Alors aujourd'hui ça va, mais si on l'avait eu à l'époque, il aurait été très relou à gérer. Mais la vraie terreur de GX, c'est le deck d'Alice. J'invoque morceau bleu de poupée sur le terrain. Wow, ça fait peur. Dans l'épisode 80, une nouvelle élève arrive à l'académie. Gentille, très charmante avec Jaden et ses potes, sauf qu'en plein milieu de la nuit, tout le monde disparaît sans laisser de traces. En panique, Jaden part à leur recherche et finit par les retrouver inconscients au milieu de la forêt. Devant lui, Alice, qui est en réalité possédée par l'esprit d'une poupée démoniaque. Elle sort alors le deck le plus flippant que j'ai jamais vu. Bras, tête, jambes, buste, elle combine différentes parties de poupées cassées pour invoquer Alice, la poupée errante. Indestructible au combat, mais quand on l'attaque, tu la donnes à ton adversaire et tu lui inflige 500 points de dégâts. Là, l'effet de la maison de poupée maudite s'active et te permet d'invoquer des parties de poupées directement de ton deck. Rapidement, tu te retrouves avec 4 d'entre elles sur le terrain et grâce à Enterrement de marionnettes, tu les assembles pour sortir... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? En plus
plus de hanter tes paralysies nocturnes, la poupée chimère gagne 400 points d'attaque par partie de poupée dans le cimetière. Surtout, à chaque fois qu'elle est détruite, tu peux la ramener à la vie en envoyant 2 morceaux de poupée depuis ton deck au cimetière. C'est pas une fois par tour, donc elle revient en boucle tant qu'il te reste des poupées dans ton deck. Un vrai cauchemar. Si poupée chimère n'est pas encore imprimée, c'est sans doute parce qu'elle ressemble un peu trop aux poupées truquées, le deck de Quattro dans Exal. Pourtant, même aujourd'hui, poupée chimère est intéressante. Par exemple, tu pourrais le jouer avec le deck de Cologne. La carte boîte d'amis permet d'invoquer depuis le deck 2 monstres normaux à 0-0, permettant de ramener encore plus vite la poupée chimère. Après, ça demanderait beaucoup de setup pour un monstre qui, oui, revient en boucle, mais sinon ne fait pas grand chose. Mais avec un petit effet bonus, genre détruire une carte à chaque fois qu'elle revient à la vie, là ça serait vraiment bien. Le deck militaire. En 2017, c'est le début de Yu-Gi-Oh! Vrains, la série avec les liens et encore aujourd'hui la plus fidèle au vrai jeu de cartes. Salamangrande, Rocket, Gookie, presque tous les decks des héros ont dominé la méta à une époque de leur existence. Et ça, c'est juste pour ceux qui sont sortis, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas vu le jour. Par exemple, Blood Shepherd et ses drones, comme le Général Drone de combat, un lien 3 qui réanime un autre drone de ton cimetière tous les tours. C'est pas tout, si t'as un monstre à 1000 d'attaque ou moins, il peut le faire attaquer directement puis le sacrifier pour infliger à l'adversaire son attaque d'origine. Pas mal. Alors intéressant, mais tout seul, ça suffit pas. Heureusement, dans son attirail, Shepard a plus d'une trentaine de drones. Astéroïde se défausse de ta main pour annuler une attaque et placer des tokens sur ton terrain égal au nombre de monstres que possède l'adversaire, mais surtout double sniper. Synchro, à chaque fois qu'un effet est annulé, il gagne un compteur. À partir du deuxième, il peut annuler un effet de l'adversaire et lui infliger 1000 points de dégâts. Très fort, tu contrôles le terrain tout en brûlant ton adversaire petit à petit. Autre deck incroyable, les Hydra Drive de Bowman. Un des grands méchants de la deuxième saison, au service de Lightning, il veut absorber toutes les autres IA pour dominer le cyberespace. Sa stratégie, les attributs. Lien 1, Burn Hydra Drive peut attaquer directement l'adversaire s'il a un monstre feu sur le terrain. T'en as un pour l'eau, le vent, la terre et ainsi de suite, et c'est que le début. Tu prends ces petits monstres pour sortir le Chevalier Jumeau, le Seigneur Trident ou le Seigneur du Cube Hydra Drive. Ils absorbent les attributs des créatures que t'as utilisées pour les invoquer, et tant qu'ils sont sur le terrain, tous les monstres du même attribut qu'eux perdent leurs effets. Alors déjà rien que ça, c'est un arrêt de mort pour presque tous les decks du jeu. Imagine ton adversaire joue que des feux, et bah voilà, il peut plus rien faire. Plus on monte et plus les monstres de Bowman sont terrifiants. Les Monarch Hydra Drive sont de base attributs terre, feu, eau et vent, comme ça pour bien sûr de bien bloquer les monstres. Surtout, en plus d'annuler leurs effets, à chaque tour, ils forcent ton adversaire à envoyer toutes les créatures qu'il contrôle d'un attribut précis. T'as juste aucune chance de construire ton terrain. Bowman t'extermine, et à un moment il sort Perfectron Hydra Drive Dragon, un Raigeki sur pattes qui monte jusqu'à 5000, gratuitement, comme ça. Et pourtant, t'as même pas vu son monstre le plus puissant. Dans le 100e épisode, au climax de son duel contre Yusaku, il combine 5 monstres liens d'attributs différents pour invoquer Chimère Hydra Drive Dragrid. Pendant le tour de chaque joueur, tu peux lancer un dé et chaque numéro correspond à un élément. Ensuite, tu renvoies Dragrid dans ton extra deck pour invoquer un Draghead de cet élément précis. Donc un gros dragon qui change constamment sa tête. Dans l'animé, on n'en voit que 2, mais ils ont des effets surpuissants. La tête d'eau annule les effets de tous les monstres sur le terrain, tandis que celle de feu les détruit. À la fin du tour, tu renvoies la tête dans l'extra deck, tu ressors Dragrid et tu recommences. Le seul problème, c'est que c'est de l'aléatoire. Tu ne sais pas avec quelle tête tu vas te retrouver. Mais bon, elles sont toutes tellement boostées aux hormones, dans tous les cas, tu fais très mal à ton adversaire. Et surtout, le concept est cool. C'est pour ça que j'adore Vrains, il regorge de bonnes idées. Genre la flèche du jugement, une carte magie avec des flèches de lien. Dans les anciennes règles, où tu ne pouvais invoquer tes monstres de l'extra deck que dans des zones pointées par des flèches du genre, ça aurait été ultra utile. Mais de loin, le deck que je voudrais vraiment voir en vrai, c'est Armatos Legio. En fait, Bowman n'est pas le grand méchant, c'est lui, Lightning, un des 6 Ignis, donc une IA avec un libre arbitre. Alors la plupart sont sympas, mais lui, il a très envie de tuer tous les humains. Puissant et surtout stratégique, et son deck reflète ça à la perfection. Les Armatos Legio sont des statues représentant des puissants guerriers romains. Du décurion au centurion, ils jouent sur les zones. Chaque monstre lien est boosté par se pointer par ses flèches. Gladius leur donne 500 points d'attaque, Galéa t'empêche de recevoir des dégâts, et ainsi de suite. Ton but, c'est donc de créer des formations, avec ton général au centre, entouré de différents soldats en fonction de la situation. Généralement, celui que tu veux, c'est Magnus Dux, gros éléphant de guerre, lien 4
3000 d'attaque. S'il pointe vers un monstre, une fois par tour, tu peux annuler une carte de l'adversaire. Et surtout pour chaque carte colliée à lui, donc quand les flèches sont comme ça, tu peux renvoyer une carte sur le terrain dans la main de son propriétaire. C'est littéralement l'effet du dragon par feu. Une carte juste broken au cœur de combo capable de tuer l'adversaire dès le premier tour. Elle est restée bannie plusieurs années. Rien qu'avec ça, t'as une idée de la puissance du deck. Pour t'aider, t'as Armatos Colosseum. Il cherche des Armatos, mais surtout une fois par tour, tu cibles un monstre bien que tu contrôles et invoques autant d'Armatos de ton cimetière dans les zones pointées par ses flèches. En gros, ton armée revient encore et encore, à chaque fois dans une formation différente. Ajoute à ça d'autres magies incroyables comme Armatos Lex qui recycle tes ressources et empêche ton adversaire d'attaquer directement tes points de vie. Voilà, bah comme ça, sympa. Lightning en fait il a juste l'air imbattable. Je comprends pourquoi est-ce qu'on l'a jamais eu en vrai, mais après avec un peu d'équilibrage, ça pourrait vraiment être une stratégie sympa. Pourquoi certaines cartes ne seront jamais imprimées ? L'anime Yu-Gi-Oh! Est avant tout un animé. Il veut nous raconter une histoire, et pour ça, il a besoin d'enjeux. Au début, ça allait, le dragon blanc aux yeux bleus et ses 3000 points d'attaque suffisaient à faire peur. Mais aujourd'hui, c'est pas assez. Pour continuer de rajouter de la tension et donc de vendre des cartes, il faut des créatures toujours plus puissantes. Et c'est comme ça que dans Arc 5, on se retrouve avec le Master Spirit Tech Force, le maître pendule. Indestructible, 3500 d'attaque. Sur le terrain, tous les monstres qui ne sont pas des pendules d'au moins niveau 12 ne peuvent pas déclarer d'attaque et leurs effets sont annulés. En plus, avec lui, il a tout un arsenal, les Spirit Gems, dont il peut copier les effets pour raser le terrain adverse tout en infligeant des dégâts directs. Complètement craqué. En fait, elle est là pour donner l'impression que le méchant est imbattable. Si on l'imprimait en vrai, ça serait juste pas drôle. Même chose, cette carte, on ne la voit que pendant une seconde, c'est genre le dessous d'un deck apparemment légendaire exposé dans un musée, plus jamais mentionné après ça, mais des gens se sont amusés à déchiffrer les faits, et... Alors je vous présente Chaos Enruler, le maître du commencement et de la fin, une sorte de fusion du dragon de l'Armageddon et du soldat du lustre noir. Tu l'invoques simplement en bannissant un guerrier lumière et un démon ténèbres de ton cimetière. Contre 1000 points de vie, bannis toutes les cartes que ton adversaire a sur le terrain, son cimetière, sa main, et inflige 500 points par carte bannie. C'est stupide comment c'est fort, genre avec seulement 16 cartes, tu le one-shot, donc passer 1 ou 2 tours, c'est complètement faisable. Et je te parle même pas de Dystopie, le monstre ultime de la grande méchante du manga Zexal. 5000 d'attaque et un effet tout simple, ton adversaire ne peut pas invoquer Dixis. Dans Zexal, ouais c'est pas mal comme restriction. Ou sinon Belzius des dragons diaboliques. Synchro 10, indestructible, une fois par tour tu peux faire tomber l'attaque d'un monstre à 0 pour la gagner en points de vie. En vrai, en fait t'as juste qu'à en invoquer 3, les cibler elle-même, et voilà, 12 000 points de vie en plus et un mur impassable. Time in the round, le round est fini, j'ai gagné, bien joué, j'ai gagné. Après, pour le coup, Dystopie et Belzeus ont fini par être imprimés, mais juste avec énormément de restrictions. Maintenant, pour sortir Belzeus, t'as besoin d'un synthoniseur ténèbres et 2 autres monstres. Et surtout, interdiction de cibler tes propres monstres avec son effet. Dystopia, c'est pire, il ne peut être invoqué qu'en sacrifiant 4 monstres de niveau 1, une tannée. Mais surtout, ils ont complètement modifié son effet. Il bloque plus du tout les invocations Xyz, maintenant il empêche juste les autres monstres d'attaquer. Bah, super. L'équilibrage, c'est compliqué. Ils ont eu peur de leur puissance et ça les a rendus injouables. Des fois, par contre, ça va dans l'autre sens. Dans Dark Side of Dimensions, on découvre le dragon blanc aux yeux bleus KO Max. Rituel 4000 qui inflige des dégâts perçants doublés. Mais c'est tout. Comme ça, c'est pas incroyable, alors quand on le sort, on lui rajoute une protection. Maintenant, il ne peut plus être ciblé ou détruit par les effets de l'adversaire. Des fois, on s'inspire de l'animé pour créer d'autres cartes. À Batailleville, Kaiba utilise Sanctuaire du sort, une carte qui concrètement transforme la totalité des magies en magie rapide. Donc d'un coup tu peux genre faire Monster Reborn pendant le tour adverse. Non, c'est trop fort, ça pourrait complètement briser le jeu. À la place, on sort Fontaine Runique, qui te permet d'activer des magies rapides de l'archétype depuis ta main pendant le tour adverse. L'hommage est subtil, mais efficace. Qui sait si les decks dont on a parlé sortiront un jour, ou alors s'ils sortent, est-ce qu'on les modifiera pour devenir injouables ou dévastateurs? Yu-Gi-Oh! Est un jeu complexe, et plus que d'avoir des créatures surpuissantes, l'important c'est de s'amuser. La question n'est donc pas est-ce qu'on pourrait avoir cette carte, mais est-ce que le jeu serait plus fun avec elle dedans. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Théromique, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres decks de l'anime dont vous auriez voulu que je parle, abonnez-vous, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.